Dites, je vois qu'il est 19h54. Alors, vous me permettrez entre 20h et 20h02 de vous faire faux bon parce que j'irai à ma fenêtre pour applaudir les Ok, travailleurs de la Il y a pas, santé. mais il n'y a parfait. pas de souci, Léon. On peut commencer le live par ça, hein. C'est aussi une bonne action. Ça risque d'applaudir ici aussi, mais je suis du mauvais côté. Je suis pas du côté rue, je suis du côté. Et donc, je vous annonce que nous sommes en live sur Facebook. Le live est lancé. Ah, ben je vais le rejoindre en même temps. Je vais voir ce que ça va faire. Je vais être obligé. Ah, ouais. Et voilà. Bon, si vous m'entendez crier, c'est que j'arrive pas à me connecter au live sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Si tu as un problème, n'hésite pas à m'appeler, Olivier. C'est un problème. Alors, et le live sur le Facebook, je le trouve où en fait dans le. Sur la page du mouvement. Ah, ok, d'accord. Tu vas sur la page du mouvement, normalement, même directement dans ton accueil Facebook, tu auras un onglet qui dit que la page est en live en ce moment. Ah, ben je nous vois, c'est magnifique. Tu me vois? Oui, enfin, je vous vois. Moi, je suis hors cadre, c'est bien. Ah, tu nous vois bien? Ah oui, effectivement, j'entends le retour du live. Mettez vos casques si vous en avez. J'ai un casque, mais malheureusement, il n'y a plus de batterie. C'est pas grave. Et donc, messieurs, avant qu'on commence, est-ce que l'un de vous veut commencer Je coupe mon micro et je vous laisse. Tu veux commencer à intervenir, Léon, ou toi, Maxime? Si vous voulez, je te laisse la main. C'est comme vous préférez. Celui qui se sent le plus à l'aise de commencer, commence, il n'y a pas de souci. Mais le problème en ce qui me concerne, c'est que si je commence, je vois qu'il est moins 4. Dans 4 minutes, je devrais interrompre pour aller applaudir à ma fenêtre. Ah, mais oui, mais on peut. On est déjà en live sur Facebook, mais ce que je propose, c'est qu'on attend jusqu'à 20h05 pour attendre que des gens viennent sur le live Facebook. Oui. Comme ça te permettra d'avoir le temps d'applaudir à la fenêtre pour le personnel Voilà. soignant. Et tout le monde pourra le faire alors. Tout à fait. Voilà, exactement. Et vous avez de la famille dans le personnel soignant? Non, pas spécialement. Même pas. Ah, si, j'ai j'ai une cousine qui est infirmière, mais je ne sais pas au fait si elle est vraiment sur le front du Covid. Mais de toute façon, je dirais, peu importe le lien familial, ce qui compte, c'est d'être avec le personnel soignant et de battre un peu en brèche cette qualification de héros qui est très facile, qui est tout à fait gratuite, parce que je pense qu'après la crise, on oubliera qu'on les a qualifiés de héros et on dira qu'ils soient bien contents déjà qu'on leur ait fait cette fleur, et puis maintenant, ils vont être au pain sec comme tout le monde. Comme souvent, hein. Comme souvent, on les remercie quand on a besoin d'eux et après quand on a peu Voilà. de... Mais voilà, on en parlera aujourd'hui de notre système néolibéral et capitaliste, je pense. Oui, je suppose. Surtout qu'il ne faut pas oublier que parmi les gens qui applaudissent, il y a beaucoup de personnes qui ont permis aussi à ces mesures d'être adoptées et qui n'étaient pas dans la rue pendant ces années où la lutte s'organisait, parce que ce n'est pas récent comme lutte. Hein, Oui, c'est pas récent, hein. Ça fait des années que le personnel infirmier lutte parce qu'il y a des coupes de salaire, des coupes dans les services, il y a de moins en moins de personnel, il faut faire de plus en plus de patients. Ils sont timés. Il y en a une dans un des reportages au CHU Bruckmann, je pense, qui dit qu'ils ont... ah non, c'est les personnes du home qui disent qu'elles ont 11 minutes pour s'occuper de la personne à chaque oui, fois. c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Hein, c'est de la maltraitance. On en parlera. Moi, je pourrais donner une anecdote pendant le live sur la mère d'un ami qui travaillait justement dans une maison de repos et qui a décidé complètement d'arrêter de travailler parce qu'elle était choquée par ce que ça commençait à devenir. Et donc, il est 19h59. Ça va aller.
Et Ronnie va bien? Tu as des nouvelles de lui, Maxime? Oui, oui, il va très bien. Il va très bien, ça va. Ça va, Écoute, tant on mieux. est sur plein de fronts différents, mais on se coordonne de temps en temps, c'est bien. Ah, mais tant mieux, je suis content. Mais il est impressionnant quand il était venu au Ciné Club, je me rappelle. Impressionnant. Quand il parle, enfin, je sais pas, enfin, je dirais pas tout le monde l'écoute, mais on est assez captivé. J'étais impressionné. Ok Arnaud, petite intervention technique. Est-ce que tu vois bien que je te parle en privé dans le chat? Tout à fait, oui, 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 Ok, j'ai vu. parfait, ça va. Je recoupe mon micro alors. Ah, en privé, non, là tu parles dans le chat général, Olivier. Ça y est, on applaudit dans la rue. Oui, vous m'excusez, je m'absente 2 minutes. Est-ce que je coupe le micro ou bien je le laisse? Tu peux laisser le micro. Comme Alors, ça, je le laisse. Hop. Ça, tu n'entends pas trop fort quand je tape, quand je réponds à Olivier avec mon clavier? Ok. J'attends juste une réponse d'Olivier, voir si on a déjà du monde. Et on attend le retour de Léon et puis on pourra commencer. Ça va, Max? Bien, Maxime, plutôt? parfait. Excuse-moi. Max, c'est très bien. C'est l'habitude avec les années. J'ai eu plusieurs amis qui s'appelaient Maxime. Je les ai toujours appelé Max. Alors, et donc, toi, tu as c'est principalement travaillé sur ce mini-reportage sur Deliveroo. Alors sur celui-là, je l'ai suivi en tout cas plus en détail. Et comme c'est un sujet que j'ai continué à creuser, ben, je peux en parler assez bien. Sinon, les autres processus, je les ai suivis aussi parce qu'en fait, c'est des processus qui sont nés dans le cadre de ce qu'on appelle la permanence vidéo des luttes sociales. Oui, oui, tout à fait, j'ai vu, mais De formation et notre axe médiatique. Donc, ce sont en fait des processus collectifs de toute façon. Même si je n'étais pas sur le terrain sur ces vidéos-là, j'ai quand même suivi les réflexions, comment se sont menés les reportages, les montages. Ok, oui. Donc, tu as été quand même sur le processus d'une grande partie des films, peut-être pas à chaque Oui, fois tout à fait. suivi de très très Parfois, près. juste une caméra en soutien, parfois dans les réflexions, parfois dans l'accompagnement ou dans la coordination. Donc, on est tous assez polyvalents dans cette dynamique. Et l'idée, justement, c'est ça, c'est que ce sont des vidéos qui sont portées collectivement et qui sont réfléchies collectivement. Même s'il y a des personnes moteurs, évidemment, des groupes moteurs, on va dire, dans chaque projet, ça reste un processus qu'à un moment donné, on discute tous ensemble dans le cadre de notre permanence vidéo. Ok, oui. C'est super fonctionnant. Et vous fonctionnez comme ça, juste dans le cadre de cette permanence Alors, c'est dans l'absolu l'idée d'Onzine, hein, c'est d'arriver justement à être dans une démarche participative et dans une démarche collaborative. Donc, on essaye au maximum de favoriser en tout cas ce genre de processus. On n'est pas dans du film d'auteur, on n'est pas dans cette idée-là. Maintenant, chaque projet se définit aussi par la nécessité, par les envies, par la motivation aussi de personnes qui ont envie de les porter. Donc forcément, il y a à un moment donné aussi un élan personnel, individuel qui peut être moteur dans le processus. J'imagine bien, tout à fait. Mais voilà, et à côté de ça, on a des outils pédagogiques, on a des ateliers vidéo, enfin, on a pas mal d'autres activités qu'on mène par ailleurs. Donc la permanence vidéo, c'est une des activités de Zine. Mais c'est l'axe médiatique. Ok, d'accord. Eh ben, je vois que Léon… Il est 4. Ah, non, Léon… Ah si, il ferme sa fenêtre. Le voilà. Ah. Voilà Léon. Voilà. Je suis de retour parmi vous. Ah, super. Donc, nous le voyons, le badge du gang des vieux en colère dont fait partie Léon Ponsin, juste ici en haut de votre écran. Nous avons également Maxime Kouvaras de Zine TV avec nous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la majorité des films
qu'on a projeté dans le cadre, qu'on a mis à disposition plutôt dans le cadre de Ciné Club. Et tous, en fait, sont des films qui ont été réalisés par ZinTV dans le cadre de la permanence, d'une permanence sociale, une permanence vidéo sociale, pardon. Maxime nous en touchera un mot durant ce live, et Léon, lui, va tâcher de nous présenter un peu plus en détail le gang des vieux en colère, leurs revendications, leurs victoires. Et donc, je laisse la parole à Maxime, peut-être pour commencer, pour nous présenter généralement ce qu'est ZinTV, ce que vous faites et ce que toi tu fais dans le cadre de ZinTV. Merci en tout cas déjà pour cet espace et pour cette diffusion, parce que pour nous c'est important évidemment que les films qu'on réalise puissent être vus et puissent être partagés. Donc notre envie c'est justement que ces vidéos puissent être réappropriées par les mouvements sociaux, par les organisations citoyennes et autres. Donc merci pour cette vitrine. Okay, donc ZinTV, ZinTV c'est né il y a 10 ans. Donc, on a un collectif de personnes engagées dans l'audiovisuel, des personnes qui nous intéressons en fait à la société organisée et donc l'envie de documenter ce qui s'y passe. On pense que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez présent dans les médias traditionnels. Donc, il y avait l'envie de donner plus d'espace en fait à tout le foisonnement qu'il y a dans notre société organisée. Et donc, on est en fait un groupe donc, qui s'est constitué petit à petit et qui grandit, de personnes qui soit sont passées par nos ateliers vidéo, soit nous connaissent par différents biais et contribuent à mener des vidéos de manière collective. Alors, de manière collective, mais avec les mouvements sociaux, avec auprès sur le terrain, auprès des acteurs sociaux et au cœur des luttes, en fait, pour les documenter, les faire vivre. Comme on peut le voir dans les films qu'on a proposés notamment. Voilà, tout à fait. Avec un questionnement autant sur ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, et aussi donc, le lien entre la forme et le contenu. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait aussi une démarche cinématographique, donc créer un pont entre la démarche journalistique et la démarche cinématographique, en étant vraiment avec les gens, donc avec les personnes qu'on filme, dans un rapport de confiance, dans un rapport où la caméra est acceptée. Et voilà, donc essayer espérer en tout cas garder une trace et permettre à ces mouvements d'exister. Donc, vous ne vous imposez pas, donc au préalable, pour les différents films qu'on a pu voir, vous avez contacté les différents mouvements. Est-ce que vous avez pris des contacts au préalable avec ces différents mouvements pour leur dire que vous avez envie de suivre ce qu'ils faisaient? Mais chaque processus est particulier. Il y a parfois des mouvements qui se créent de manière plus spontanée et donc on débarque quelque part dans la réalité de manière inopinée. C'est un peu le cas dans la vidéo qu'on a vue avec Deliveroo. Deliveroo, en fait, je les ai rencontrés le jour où ils ont occupé les locaux de Deliveroo. Moi, je pensais aller à leur rencontre justement pour mieux comprendre comment fonctionne ce collectif qui s'était constitué à Bruxelles pour défendre le droit des coursiers à vélo. Et en fait, je me suis retrouvé dans l'action directement avec eux, à filmer leur occupation, et une occupation qui a duré plusieurs jours. Donc, en l'occurrence, là, il n'y avait pas eu de contact vraiment préalable très long, si ce n'est un contact pour aller les retrouver. Dans d'autres cas, effectivement, c'est des luttes qu'on suit depuis plusieurs années, et donc il y a une relation de confiance qui existe par ça aussi, et donc on arrive sur le terrain par ce biais-là. Ok, oui. Est-ce que c'était une envie personnelle de ta part, comme tu le disais juste avant, de travailler sur Deliveroo, et quelle a été la suite? Il y a eu une suite à ce reportage? Mais dans le cas de Deliveroo, c'était clairement, il y avait eu une médiatisation de la part de représentants de Deliveroo qui étaient intervenus notamment à la radio à la première, en défendant l'idée que le statut d'indépendant était un bon statut pour les livreurs à vélo parce que ça offre une flexibilité, parce qu'ils ont des assurances qui sont suffisantes, etc.
Or, je me rends bien compte que c'est des métiers quand même extrêmement précaires, déjà extrêmement compliqués. Et j'avais envie d'aller au-delà de ce discours, évidemment, de ces plateformes. Et donc, comme ce collectif s'était constitué, ça m'intéressait de comprendre comment ce collectif agit pour défendre les livreurs à vélo. Alors, ce n'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout, parce que les livreurs à vélo, d'abord, ce n'est pas un métier continu, donc c'est souvent des métiers qui sont pratiqués pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, les personnes qui participent au sein de ces collectifs sont tournantes. Donc, c'est une première chose pour organiser des personnes qui ne sont pas en permanence dans ce métier-là, c'est compliqué. Et puis, il y a tout un travail de terrain, évidemment, pour essayer de convaincre les livreurs à vélo, qui sont souvent des jeunes, de s'intéresser donc à participer à ces actions collectives. Et je pense que ça, c'est la grande difficulté, c'est arriver à rassembler plus massivement. Parce qu'en fait, ces plateformes arrivent à atomiser les travailleurs. Ces travailleurs sont tous individualisés et en fait, au final, essayent d'arriver à joindre les deux bouts et à se dire, moi, au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est au bout du mois d'avoir une certaine somme d'argent et de pouvoir faire ça correctement. Certains le font avec l'idée de la liberté que ça peut représenter, évidemment, d'être livreur dans la rue, de circuler à vélo pour les premiers, parce qu'il y en a de moins en moins des vélos. Pourquoi il y en a de moins en moins? Tout simplement parce qu'il faut être rentable et qu'aujourd'hui, les livreurs sont payés à la course. Donc, pour arriver à être rentable, il faut qu'il y ait minimum 3 ou 4 courses par heure. Et donc, ça veut dire qu'il faut être le plus rapide possible dans la mobilité. Donc, effectivement, on voit de plus en plus de scooters ou de vélos électriques et de moins en moins de vélos, sauf ceux qui ne peuvent pas se permettre, évidemment, d'avoir un scooter ou un vélo électrique. Hein. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Parce que, évidemment, excuse-moi de te couper, ce n'est pas Deliveroo qui s'occupe de fournir leur vélo ou de payer une partie de leur véhicule pour se déplacer. Non, bien sûr. Non, c'est chacun, évidemment, qui gère ça de manière autonome. Le matériel, c'est vraiment à charge des livreurs. Je pense qu'on leur fournit éventuellement le sac, la tenue, des choses comme ça, mais pas plus. Et donc, tout l'enjeu, en fait, vous l'avez vu dans la vidéo, tout l'enjeu, c'est qu'il y a 2 ans, alors que les livreurs étaient payés à l'heure, alors qu'ils pouvaient passer par des contrats, notamment par des organismes tels que Smart, qui leur permettaient d'avoir des conditions de salariés, même avec la flexibilité d'horaires variables. Et en fait, on leur a imposé de passer soit en statut d'indépendant, soit dans un autre statut, mais qui est un peu complexe, qui est le statut P2P, qui leur permet en fait de gagner moins de 6 000 € sans être taxé sur l'année. Sauf que ce statut est remis en question par le SPF Finance. Et donc, ça amène des complexités aussi pour expliquer les véritables droits aux livreurs à vélo. Et donc, tout ça crée en attendant des circonstances où les livreurs doivent bosser beaucoup plus, prendre des risques, parce que c'est un risque de circuler dans la ville en étant rapide en plus, sans être payé pour les temps d'attente, dans des conditions de travail où effectivement, il y a beaucoup à contester. Et derrière, pas de pécule de vacances, pas d'assurance correcte en cas d'accident. Donc voilà, c'était ça qui était important à documenter à l'époque. Et malheureusement, ça continue. Alors, entre-temps, il y a plein de collectifs qui sont nés, notamment en Europe. Il y a des tentatives de s'organiser à l'européenne aussi, c'est-à-dire qu'il y a des assemblées européennes de livreurs qui se sont mises en place pour essayer de créer une convergence dans ces luttes. Après, il y a des situations différentes d'un pays à l'autre. Ce n'est pas toujours les mêmes compagnies non plus. Ce n'est pas toujours les mêmes législations. Mais en attendant, ce qu'on voit, c'est que partout, ces plateformes agissent vraiment à très court terme pour leur profit et très peu dans l'intérêt des livreurs. Donc, le but est de réaliser du profit et non pas de s'occuper des droits et de protéger les travailleurs. C'est bien ça? Ils ont leur propre langage, en fait. Donc, ils définissent le code du travail selon leur sauce. C'est-à-dire que ce ne sont pas des travailleurs, ce ne sont pas des employés, ce sont des collaborateurs. Ils parlent de flexibilité, ils parlent de toute cette novlangue, en fait. Et donc, effectivement, ces plateformes se sentent au-delà des règles de base de la sécurité sociale et des droits du travail. Donc, ils le remettent en question, d'ailleurs, et parfois même par la menace. Il faut savoir que pour le moment, il y a
un procès en cours devant le tribunal du travail, donc des livreurs à vélo qui ont saisi le tribunal du travail par rapport à leurs conditions, et notamment par rapport à la question donc, de ces statuts. Et la réaction du directeur de Deliveroo était tout simplement de dire que si vous nous mettez la pression, on partira on diminuera notre activité ici, parce que vous ne pouvez pas nous imposer les règles normales du droit du travail. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nous avons nos propres règles et elles fonctionnent bien. Donc, c'est limpide. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce qu'on peut appeler un vide juridique parce que c'est des plateformes qui passent par des contrats en ligne et donc c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore émis de loi. Est-ce qu'il y a des projets de loi pour défendre ces livreurs ou ces petits indépendants qui travailleraient pour d'autres applications que Deliveroo, par exemple? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, les lois existent. Hein. Le droit du travail s'applique à tous. Je veux dire, elles ne font pas exception. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont créé un statut sous ce qu'on appelle l'économie collaborative. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'économie collaborative, c'est quand un particulier est en relation avec un particulier et permet d'offrir des services via une plateforme Internet. Par exemple, je pense que des plateformes comme Airbnb peuvent fonctionner sur ce statut-là. Or, dans le cas de Deliveroo, premièrement, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas nécessairement de particulier à particulier. Ça peut être des entreprises qui emploient à un moment donné, qui font la commande. Deuxièmement, il n'y a aucune transparence sur les revenus que le livreur reçoit par rapport au client qui va faire la commande. Donc, il a été prouvé en fait que ces activités-là ne pouvaient pas rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie collaborative et donc une fameuse loi qui est la loi de Crowe. Donc, c'est un peu technique tout ça, donc je ne vais pas rentrer trop en détail, mais en attendant, donc, il y a en gros deux statuts possibles aujourd'hui. C'est soit le statut d'indépendant, mais indépendant, vous savez ce que ça veut dire, donc c'est gérer soi-même les paiements des cotisations, avoir une bonne assurance. Enfin, c'est une charge évidemment administrative du coup pour celui qui rentre dans ce statut. Tenir sa comptabilité soi-même. Voilà, exactement. Et le statut P2P, donc ce fameux statut dont j'ai parlé, donc à partir du moment où on gagne moins de 6 000 €. Et alors, je crois qu'il y a un troisième statut, c'est pour les étudiants. Il y a le statut en tant que job étudiant. Ok, mais, donc. Oui, non, vas-y. Voilà, mais donc, ce que revendiquent beaucoup de ces livreurs à vélo organisés, c'est justement une reconnaissance aussi du fait que c'est un travail de salarié. Et en fait, Deliveroo, Uber Eats, toutes ces plateformes n'ont pas inventé le métier de livreur à vélo. Ce métier existait déjà par ailleurs. Et donc, voilà, il y a clairement un lien de subordination. À partir du moment où on ne peut pas choisir ses créneaux horaires, on ne peut pas définir réellement son temps de travail et comment on va s'organiser autour de ça, que les clients ne sont pas des clients qu'on amène soi-même, mais des clients chez qui on va parce que la plateforme les amène à eux, c'est qu'il y a clairement un lien de subordination entre les personnes qui sont employées à réaliser ces livraisons et les personnes qui les reçoivent. C'est ça, j'ai une réaction que Olivier m'a renvoyée d'un spectateur. Quid de l'inspection du travail vis-à-vis de Deliveroo? Qu'est-ce que fait l'inspection du travail? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec des plateformes comme Deliveroo? Mais du coup, comme je l'ai expliqué, il y a un procès en cours en fait, devant le tribunal du travail qui va prendre du temps. Hein. On n'est encore qu'aux prémices. Donc, il y a eu une étude en fait, menée pendant 2 ans qui a amené justement à définir ce lien de subordination entre les livreurs à vélo et les plateformes. Et donc maintenant, on attend évidemment le verdict qui viendra malheureusement assez tard, qui viendra dans minimum 1 an. Minimum 1 an, ok. Même plus, je pense, parce qu'il y a les échanges, en fait, il y a des échanges de conclusions. Enfin, la procédure risque de… Je pense que ce ne sera pas avant fin 2021 qu'on aura réellement un résultat par rapport à tout ça. Et donc, il y a toute une série de livreurs aussi qui, du coup, ont témoigné de leurs conditions pour que ça ne soit pas juste un jugement symbolique et que ça puisse être basé sur des choses. Dans d'autres pays, j'imagine. Mais en attendant, évidemment, les livreurs à vélo d'aujourd'hui ne seront
déjà plus concernés parce que c'est un métier réellement où le turnover est énorme. C'est ça, il y a Donc, beaucoup de changements. C'est un métier qui est plus généralement utilisé pour se faire des sous en plus de son salaire habituel. voilà. J'imagine, je fais en gros. Il y a beaucoup de profils différents en fait. Il y a beaucoup de profils de personnes différentes. Donc il y a des personnes effectivement qui travaillent plein temps comme livreurs à vélo, qui en font leur métier permanent. Il y a des étudiants, il y a des personnes qui font ça de manière complémentaire, des artistes ou d'autres catégories. Et puis alors, il y a une catégorie aussi importante, ce sont des personnes qui sont en séjour irrégulier et à qui, en fait, qui peuvent bénéficier parfois du compte de quelqu'un d'autre pour avoir une source de revenus. Mais parfois, ça amène à des dérives aussi, hein, parce qu'il y a parfois exploitation aussi de ces personnes déjà à la base dans une situation précaire. Et donc, effectivement, mais c'est un des profils de livreurs qu'on peut retrouver. Et donc, effectivement, pour ces personnes, parfois, c'est mieux que rien. Donc, c'est compliqué aussi. Hein. C'est vrai que voilà, c'est un métier qui permet d'avoir certaines sources de revenus à un certain moment. La question, c'est comment, effectivement, arriver à structurer les choses pour que les travailleurs soient bien défendus, soient bien assurés, puissent travailler dans des conditions décentes, que les heures d'attente soient aussi rémunérées, et que tout ça se fasse non pas dans une mise en concurrence de travailleurs précaires, mais dans des conditions normales de travail. Ok, merci beaucoup. Une autre, ça c'est plus une réaction qu'une question. Quelqu'un qui disait que ce n'est pas de l'économie collaborative, c'est du capitalisme de plateforme. On est bien d'accord. C'est ce que j'expliquais, donc qu'effectivement, en fait, c'est ces compagnies qui ont utilisé le statut soi-disant d'économie collaborative pour défendre le statut de P2P, mais on est bien d'accord que de toute façon, ça a été contesté. Donc, et oui, on peut parler de capitalisme de plateforme, oui, c'est clair, c'est le terme adéquat. Tout à fait. Et je vois que Léon nous suit depuis tantôt. Peut-être Léon te demandait quelle est toi ou la position du gang vis-à-vis des plateformes comme Deliveroo. Je ne sais pas si le gang comme tel a déjà défini une position à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est clair, les plateformes style Uber, Deliveroo, etc., n'ont pas du tout la sympathie du gang des vieux en colère, hein, du tout. C'est ça. Donc... Une des thématiques du gang des vieux en colère, c'est la protection sociale, et donc ce genre de dérive qu'on baptise économie collaborative et qui ne l'est pas du tout, ça n'a pas du tout notre support, ça c'est clair et net. C'est tout à fait clair. Je ne sais pas, pour les spectateurs, je vois une question avant de poser la mienne. Quelqu'un qui demande, y a-t-il d'autres sociétés qui proposent les mêmes services que Deliveroo et qui offrent un contrat de salarié à leur personnel? Maxime, tu peux répondre. J'ai peut-être la réponse, mais je te laisse répondre, que je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Alors, ceux qu'on voit en orange, j'oublie toujours le nom. Takeaway. Takeaway, effectivement, ce sont des salariés. Ce sont des salariés. Il y en a plein, en fait. Il y a aussi, il faut savoir, des coopératives qui se sont mises en place, hein, comme Molenbeek, par exemple, qui est une plateforme coopérative. Donc, il y a des alternatives qui essayent de naître, ce qui n'est pas simple, en fait, parce qu'il y a un enjeu derrière tout ça dont je ne vais pas parler maintenant, mais c'est aussi le fait qu'effectivement, constituer une plateforme de mise en ligne, une application, ça demande une technicité, une technologie qui est quand même assez complexe. Et il faut savoir qu'en fait, une des sources de revenus importantes de ce capitalisme de plateforme, c'est les données en fait qui sont récoltées par les livreurs à vélo et par les personnes qui commandent. C'est-à-dire à savoir quels sont les produits les plus rentables, à quelle heure, quels sont les créneaux intéressants, comment développer en fait des nouveaux services dans des endroits où ils n'existent pas. Et par exemple, il faut savoir, ça s'est très fort développé en Angleterre, notamment à Londres, il y a ce qu'on appelle des dark kitchens. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à un moment donné à réunir
des restaurateurs, plutôt en général d'ailleurs restaurateurs plus importants, et de créer des locaux dans lesquels on produit en fait uniquement des produits destinés à ces plateformes pour leur distribution. Et donc, ça se fait dans des ponts de train, enfin, c'est dans des zones surréalistes, au milieu de nulle part, dans des quartiers, souvent dans des quartiers plus populaires, ou alors à proximité de quartiers plus bourgeois, mais où on sait qu'il y a une main-d'œuvre qui pourrait éventuellement venir chercher les livraisons, et donc dans des quartiers assez détournés. Donc, c'est une des perversions aussi, parce que, soi-disant, au départ, l'idée, c'était de mettre en contact un consommateur avec son restaurant préféré. Or là, on en arrive à ce que ces plateformes elles-mêmes deviennent, entre guillemets, agissent dans la production de ces plats. C'est ça que tu veux dire? Pardon? J'ai pas entendu le dernier mot parce que j'ai parlé. Et donc, que ces plateformes, du coup, deviennent directement ceux qui produisent les plats. Ok, oui. Tout à fait. Et donc ça, c'est en Angleterre, c'est ça? Alors, ça existe en Angleterre, ça existe en France. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive à un moment donné par chez nous aussi. Je ne crois pas qu'en Belgique, on en ait déjà. Eux, ils appellent ça les cloud kitchen. Mais les livreurs organisés appellent ça plutôt les dark kitchen. Donc, c'est vraiment ces cuisines au milieu de nulle part. Il faut vraiment, c'est assez surréaliste comme image. Et donc voilà, et donc un des enjeux, c'est les données. Les données permettent en fait à ces compagnies de récolter toute une série d'informations pour développer en fait de nouveaux projets, et aussi définir des créneaux horaires plus intéressants, des produits plus intéressants à distribuer, etc., etc., etc. Peut-être parce qu'il faut peut-être expliquer pour les autres participants, quand on travaille chez Deliveroo ou Uber, quand on s'inscrit sur la plateforme, on utilise son téléphone et donc sur le téléphone, le GPS est activé pour faire les trajets. Et donc, c'est à partir de ces données GPS, si je ne me trompe pas, qu'ils récoltent les données qu'ils utilisent ensuite pour C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand on n'est pas indépendant, quand on est en statut P2P, donc ce fameux statut dont j'ai déjà parlé, où on travaille pour moins de 6 000 € par an. Moins de 6 000 € à l'année, c'est ça? Moins de 6 000 € non taxés. Ce que je répète est contesté. Aujourd'hui, ce statut n'est plus valable. Mais même s'il continue à être pratiqué. Mais donc, quand on travaille sous ce statut-là, en fait, on n'a pas de vision sur la course qu'on va réaliser. Donc, on ne sait pas si la course va être à 300 mètres, à 3 km. Et donc, ce sont des montants assez ridicules pour des courses qui peuvent varier en fait de l'une à l'autre. Donc, les livreurs n'ont pas la main mise sur ça. Et effectivement, donc, toutes ces données qui sont récoltées permettent de définir ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable, comment gérer ça. Et au final, tout ça, c'est les livreurs qui le génèrent en fait. Donc, voilà, c'est important, je pense, d'avoir conscience de ça. Et c'est une des difficultés pour les coopératives qui se mettent en place, c'est justement de ne pas avoir la même possibilité. Et alors, une dernière chose importante, et ça, je crois que c'est important parce qu'on parle demain du 1er mai du droit des travailleurs, c'est que, par exemple, en France, il y a eu une géolocalisation, une utilisation de la géolocalisation de livreurs qui s'étaient organisés par Deliveroo. Donc, Deliveroo ciblait des livreurs en se disant, mais tiens, eux, ils se sont rassemblés, ils étaient parmi les grévistes, pour définir qui était gréviste et qui ne l'était pas. Donc, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on surveille le droit de grève par les données générées par les livreurs. Je ne dis pas de bêtises que c'est à Grenoble. Je suis plus sûr. J'avais vu le reportage, effectivement, où ces livreurs sont rassemblés. Et après, ils expliquent que justement, ils avaient vu qu'ils étaient tous rassemblés avec leurs données GPS et qu'ils ont risqué justement d'être licenciés, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est extrêmement grave. Et effectivement, les conditions de licenciement, parlons-en aussi. En fait, le livreur peut simplement recevoir un message à un moment donné pour lui dire qu'il est désactivé. Alors, si ce n'est pas justifiable, la plateforme a 1 semaine pour arrêter le compte du livreur. Mais si elle le fait plus tôt, le livreur ne va pas réclamer
sont dus pour une semaine. Il ne va pas rentrer dans une procédure judiciaire. Donc, c'est d'une facilité incroyable et avec peu de… Enfin, il n'y a pas de justification à avoir derrière. Donc, en tout cas, très peu. Ok, merci beaucoup. Une autre question qui dit: ne faudrait-il pas travailler aussi à conscientiser celles et ceux qui utilisent les services Deliveroo pour constituer peu à peu un front de lutte avec les livreurs? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Et je peux peut-être proposer après à Léon aussi d'y répondre. Oui, je pense que forcément, les deux vont ensemble. Hein. Donc, en même temps, c'est compliqué parce que quelque part, ce qui serait intéressant d'abord, c'est de comprendre qu'il y a des alternatives et connaître ces alternatives et voir effectivement quelles sont les autres possibilités. Utiliser la livraison à domicile quand c'est vraiment strictement nécessaire, avoir conscience que quand il pleut dehors, si nous, on n'a pas envie d'aller chercher une livraison, mais peut-être que derrière, le travailleur qui se retrouve dans la rue, il prend aussi des risques et qu'il est sous la pluie. Donc, avoir conscience aussi de quand on passe une commande, des conditions de travail qu'il y a derrière la livraison. Après, voilà, je ne sais pas si… Pour moi, ce n'est pas quelque part au client d'être responsable de cette situation. Cette situation, elle doit être gérée d'abord par les employeurs. C'est important. Je veux dire, on est tous consommateurs de produits qu'on peut critiquer par ailleurs. Hein. Je veux dire, on porte des vêtements qui ne sont pas toujours liés à des commerces éthiques. On a des GSM, des smartphones dont on sait pertinemment bien ce qu'il y a dedans, et pourtant on continue à en consommer. Donc, la question, elle est toujours d'à propos quelque part sur nos modes de consommation. Évidemment que nos modes de consommation doivent changer, ou doivent être réfléchis, ou doivent être conscients. Mais pour moi, le problème est d'abord, avant tout, dans les mains de ceux qui violent le droit du travail. Ok. Léon, est-ce que tu as envie de réagir à cette question? Vas-y. En effet, je crois que ça serait évidemment très souhaitable que le client, d'une part, soit conscient et d'autre part, puisse agir dans le sens que nous souhaitons. Maintenant, et ce que je dis là, c'est vrai, comme Maxime le disait, pour les vêtements, c'est vrai pour les placements financiers, c'est vrai pour absolument tous les gestes de notre vie quotidienne. Mais la question que je me pose, je commande un plat dans un restaurant en demandant qu'on me le livre. Je ne sais même pas, à la limite, si ce restaurant fait appel à Deliveroo, à Takeaway ou encore à d'autres livreurs. Donc, ou alors je dois poser la question au restaurant, avec qui travaillez-vous? Et s'il me dit avec Deliveroo, je dis ah non, alors je ne suis pas preneur, et puis je cherche un autre restaurant. Je ne sais pas. C'est effectivement compliqué. Comme tu l'as dit, Maxime, on est tous forcément, pas forcément, mais on est tous consommateurs de produits qui ne sont pas forcément éthiques. Moi-même, je dois l'avouer que pas forcément par Deliveroo, mais comme je disais, il y a Takeaway qui est fort présent ici à Liège. Donc, c'est les petits bonhommes avec leur sac orange qu'on voit dans le reportage, qui eux sont payés à l'heure. Et donc, je pense que c'est une production de services pour la population, pour faciliter la vie des gens, mais aussi également pour les individualiser, puisque le fait de ne plus devoir aller à son restaurant, de se faire livrer directement, on reste chez soi, chacun de son côté. Je peux rajouter quelque chose? Oui, tu peux rajouter quelque chose, vas-y. Peut-être juste te donner une autre réaction. Quelqu'un qui reparle du statut P2P, qui dit que c'est un vrai scandale. Elle permet aux personnes qui en bénéficient d'échapper au versement des cotisations sociales, du précompte professionnel et de l'impôt. Rien de mieux pour affaiblir les services publics et la sécurité sociale. Voilà la réaction. Et effectivement, en fait, il y a quelque part, depuis le début, dans ce statut, quelque chose d'injuste. Dans la mise, comme je l'ai dit, il y a une mise en concurrence des livreurs, hein, quelque part. Et effectivement, ceux qui bénéficient du statut P2P, il y a une facilité, alors évidemment administrative, et tout le monde peut se créer un compte et passer par ce statut-là et accepter les conditions. Mais effectivement, oui, c'est un vrai… je suis assez d'accord avec le commentaire, c'est que il n'y a pas de raison, en fait, que ce statut-là
soit plus privilégié en termes fiscaux, je parle, hein, par rapport à d'autres. Enfin, je pense qu'il faut une homogénéité, il faut quelque chose de clair, il faut quelque chose de transparent. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui touchent des allocations, qui en même temps touchent ce statut-là, qui travaillent pour plusieurs compagnies. Enfin, je veux dire, évidemment, comme dans tout, il y a moyen d'avoir des dérives et des perversions dans la manière dont on utilise, évidemment, ces statuts. Mais pour moi, le problème, c'est d'abord d'organiser tout ça. Donc, c'est comment arriver à faire en sorte que ce soit clair que les conditions de travail de ces travailleurs soient prises en compte. Et ce que je voulais rajouter, et je pense que c'est important, c'est qu'on a une empathie vis-à-vis des livreurs à vélo parce qu'on les voit, ils sont visibles, ils sont dans la rue, maintenant ils font partie quelque part de notre réalité. Mais à côté de ça, il y a toute une série de travailleurs qui sont sous cette même précarité, que ce soit les travailleurs d'Amazon, mais là on parle de hangars, on parle de lieux moins visibles, que ce soit les services à domicile, que ce soit maintenant on en parle même dans le secteur de la distribution. Récemment, on en a parlé chez Colruyt, de mettre en place des systèmes similaires. Donc, ce qui est le grand piège derrière le capitalisme de plateforme, c'est qu'on est en train de détricoter complètement le droit du travail et d'aller, soi-disant, au nom d'une certaine flexibilité plus adaptée à la société moderne, hein, les termes ne sont pas anodins, hein, je ne sais pas ce qu'on entend par modernité dans tout ça, mais en tout cas, ça sert de justification pour petit à petit détruire les droits sociaux partout. Donc, il faut en être conscient que derrière le modèle, on a parlé d'ubérisation parce que c'est lié à Uber, mais en fait, derrière tout ça, il y a toute une série de compagnies et de secteurs qui sont touchés et parfois moins visibles et parfois, effectivement, moins médiatisés aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxime. Ce que je propose, c'est qu'on laisse un temps à Léon pour nous présenter le gang des vieux en colère, la genèse du projet, d'où c'est parti, leurs revendications et les combats qu'ils ont menés. C'est à toi, Léon. Merci. Alors, bon, je ne connais pas tout. Je pense que l'électrochoc qui a présidé à la naissance du gang des vieux en colère se situe vers 2015-2016, où une bande d'amis soupaient ensemble. Et alors, un de ses amis a fait savoir qu'il était obligé de vivre avec une affaire de 700 ou 800 euros par mois. Du coup, il y en a d'autres autour de la table qui sont tombés sur leur cul en disant « mais c'est pas possible, tu dois vivre avec une misère pareille, mais c'est inacceptable ». Et de là est né ce mouvement du gang des vieux en colère qui a dit « mais bon, on ne peut pas laisser faire ça, on doit le faire savoir, on doit se mobiliser ». Et d'où la première revendication du gang des vieux en colère, qui est de revendiquer d'abord une pension, de privilégier la pension légale, c'est-à-dire la pension par répartition, dans laquelle ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités, donc c'est un système de solidarité, et de contester la tendance actuelle, mais qui remonte déjà à une bonne vingtaine d'années, sinon plus, la tendance qui consiste à dire vous voulez une pension, et bien les petits amis, vous vous arrangez, vous cotisez pour que demain, quand vous serez retraité, vous ayez un capital à votre disposition. Évidemment, c'est un système qui fait tout à fait les affaires du privé, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, hein, qui ne sont d'ailleurs nullement à l'abri des bulles financières et des crises économiques. Et à ce moment-là, ben, ce qui risque d'arriver, c'est que le gars qui, toute sa vie, a cotisé pour se constituer sa propre pension, ben, au bout du compte, il est le pigeon, il est le dindon de la farce, parce que le fonds de pension dans lequel il a investi, ce serait éventuellement casser la figure, quoi. Oui, Léon, peut-être pour te couper, une question qui est très en rapport à ce que tu viens de dire. Une question sur ton ami. L'ami dont tu parlais, il était indépendant ou salarié?
Je me demande s'il n'a pas eu une carrière mixte. Une carrière mixte, c'est vrai que tu pourras en parler plus en détail, que dans le cas des carrières mixtes, c'est encore plus compliqué au niveau de la pension. Au niveau du calcul de la pension, hein, je veux dire. Certainement que le calcul de la pension doit être horriblement compliqué. Maintenant, je dois avouer que le service fédéral des pensions, de ce côté-là, à mon avis, fait quand même du bon travail, parce que peut-être pas à tout moment, peut-être pas vous les jeunes, mais en tout cas à partir d'un certain âge, on peut déjà demander une simulation compte tenu de la carrière qu'on a. Toute cette carrière est connue et dès que c'est possible, le service fédéral des pensions fait une simulation qui, je pense, est quand même tout à fait sérieuse. De ce côté-là… On espère en tout cas. Pardon? Je dis j'espère en tout cas qu'elle est sérieuse. J'ai l'impression que dans la très grande majorité des cas, c'est du bon. Donc, pour en revenir au gang des vieux en colère, cette première revendication de privilégier la pension légale et avec des montants qui sont corrects, qui sont décents, qui permettent à toute personne de vivre décemment, indépendamment éventuellement de sa carrière, parce que il y a des gens qui n'ont pas une carrière complète, spécialement du côté des femmes, puisque beaucoup ont eu une carrière à temps partiel, pas nécessairement choisie. Tout à fait. Une des revendications, donc, c'était de dire, voilà, il faut qu'au minimum, chaque retraité ait une pension de 1 600 € par mois. Voilà, net. 1 600 € net. Alors, pour faire connaître ces choses-là, pour attirer l'attention de l'opinion publique, il y a eu des événements, le gang des vieux en colère, ben, les vieux en colère, ils ont des loisirs, quoi, hein, les vieux, ils n'ont plus que ça à foutre. Et donc, quand il y a moyen d'organiser des actions et des événements, on le fait. Je pense que le premier grand événement a eu lieu Place de la Liberté en 2017. Donc, il y a eu quand même certainement 2 ans pour créer ce gang et pour mettre les choses au point. Et donc, en 2017, on s'est retrouvés Place de la Liberté, tous en tenue de deuil. Et Michel Huysman, qui est un des fondateurs du gang, a lu solennellement la lettre ouverte qu'il allait, après ce rassemblement, qu'il allait déposer dans les mains de Charles Michel, qui était Premier ministre à l'époque, avec une délégation du gang. Ça, c'était, je dirais, un peu l'événement fondateur du gang. Et puis, par la suite, il y en a eu tout plein. Personnellement, je dois dire que j'avais déjà participé à des actions dans le cadre du collectif Flash Mob, qui s'était mobilisé beaucoup au début contre le TTIP, le CETA, etc. Et alors là, il était parti sur l'organisation des actions de désobéissance civile contre l'injustice fiscale, contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Et le collectif Flash Mob préparait une action qui visait le McDo du centre commercial Docks, ici à Bruxelles, près du canal. Ok, oui, tout à fait, je vois. Et je me suis dit, mais tonnerre, il faut vraiment que le gang des vieux en colère se rallie à ce genre d'action. D'autant plus que l'action consistait en quoi? Elle consistait à installer au McDo un home de personnes âgées. Ah, ben oui. Alors bon, je veux bien déguiser des jeunes en vieux, ça peut se faire, mais rien de tel que d'avoir des vrais vieux, quoi, hein. Tout à fait. Alors du coup, c'est carrément, je pense, plus d'une 50aine de personnes qui ont investi le McDo et qui ont installé
un home de personnes âgées avec des gens qui jouaient à des jeux de société à table, avec des accordéonistes et d'autres musiciens qui circulaient entre les tables et qui consommaient aussi. Voilà. Et donc, ça a été un premier grand succès de, je dirais, cette collaboration entre le collectif Flash Mob et le Gang des Vieux en colère. On a remis ça encore, oui, on a remis ça à l'Apple Store de l'avenue de la Toison d'Or. On a remis ça avec Saint-Nicolas aussi devant l'Apple Store et devant Zara, Toison d'Or. Mais ça, c'était dans le cadre du réseau justice fiscale, c'est ça? C'est ça, avec le réseau justice fiscale, Okay. tout à fait. Oui, et la dernière action en date de ce genre, la dernière action en date, c'était au Deleuze, où nous étions déguisés en pirates. Et parmi les rayons, nous allions chercher le trésor, les pièces d'or que Deleuze avait soustrait au trésor public en l'envoyant vers les paradis fiscaux. Voilà. Ça, c'est ce qui est, je dirais, la joint venture entre le Gang des Vieux en colère et le collectif Flash Mob Justice Fiscale et le réseau Justice Fiscale. Et puis alors, il y a eu les actions plus spécifiques au Gang des Vieux en colère. On a été chanté dans le métro. Il y a eu aussi la problématique de la grappa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu peux en parler plus en détail, vas-y. Oui, la grappa, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées, c'est-à-dire que les aînés qui bénéficient, si je puis dire, qui doivent se contenter d'une pension de misère, peuvent éventuellement demander un petit complément qui, bon, je vais dire un chiffre, mais je pense que ça varie suivant justement le revenu précis de la personne. Disons une affaire de 150 € par mois, quoi. Donc c'est une pension complémentaire. C'est une espèce de complément de pension, mais qui est soumis à certaines conditions, c'est-à-dire que la personne bénéficiaire de ce revenu ne peut pas, je pense, prendre plus de 2 mois, non, et peut-être même pas 2 mois de vacances par an, doit signaler s'il quitte le territoire, etc. Donc, il y a toute une série de conditions assez restrictives. Pardon ? Répondre à des contrôles, notamment menés par la Poste. Voilà la dernière trouvaille qui remonte, je pense, à 2019, à juillet 2019, c'est qu'on s'est dit, dans le fond, si on veut vérifier que tous ces vioques font ce qu'il faut et ne font pas ce qu'il ne faut pas, eh ben, on va demander aux facteurs de vérifier ça. Hein. Et donc, on a organisé vraiment un flicage des bénéficiaires de la grappa par les facteurs. Hein. Je crois savoir que là derrière, il y a évidemment un petit arrangement, c'est-à-dire que Bipost, pour rendre ce service, touche quand même un peu quelque chose. Hein. Bipost serait payé pour dire à ses postiers de contrôler des personnes qui sont sous grappa. C'est ce qui me semble. C'est ce qui me semble. Maintenant, je dirais que, bon, je sais bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais à côté de ça, la plupart des entreprises, quand même, se soucient grandement de leur image. Or là, je pense que faire endosser aux facteurs ce rôle-là, c'est vraiment ruiner l'image de la Poste. Hein, quand on voit un film comme le Bienvenue chez les Ch'tis, les facteurs, c'est quoi? C'est des gens éminemment sympathiques, hein, c'est leur image qu'ils ont traditionnellement. Avec le rôle qu'on leur fait jouer maintenant, on est en train de ruiner complètement cette image. Donc, facteur qui est, pour rebondir dessus, un métier qui est de plus en plus dur pour oui, ça a commencé avec Géoroute et ça continue avec ce genre de trucs. Donc, je dirais que toutes les facettes conviviales, sympathiques de la société, on est en train de tout foutre en l'air. C'est comme toutes les méthodes de management qu'on utilise dans toutes les sociétés, et y compris maintenant dans les institutions de soins.
toutes ces technologies, enfin toutes ces techniques, à mon avis, ont pour effet secondaire extrêmement grave de démotiver les gens, bon, avec les résultats qu'on connaît maintenant, quoi, hein, les burn-out et tous ces machins-là. À mon avis, si on laissait plus d'autonomie et qu'on faisait plus confiance aux ressources propres des gens, on n'en serait pas là, quoi. Peut-être pour relancer une réaction qu'Olivier vient de m'envoyer, donc, réaction d'un participant. Donc, la sécurité sociale organise 3 régimes de protection, celui des travailleurs, des salariés et celui des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des indépendants. Les pensions des salariés est calculée sur leurs revenus déclarés à l'ONSS par l'employeur. Quant aux indépendants, elle est établie sur les revenus qu'ils déclarent. Difficile de fusionner les deux caisses, sinon à générer je pense que c'est minimum, Olivier, tu pourras me corriger, minimum de la pension des travailleurs salariés. Le régime des travailleurs indépendants a été créé dans les années 70. Les caisses de l'INASTI sont donc moins importantes que celles de l'ONSS. Ça va pour toi, Léon? T'as entendu la réaction? J'ai entendu, pourtant, il me semble quand même que on allait vers une uniformisation de ces deux régimes. C'est ce qui m'a semblé avoir entendu dans l'actualité récemment. Oui, si je ne dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à corriger dans le chat en direct sur Facebook, c'est fait pour ça, on peut dire des bêtises. Et une autre réaction, quelqu'un qui dit effectivement, bah, c'est comme ce qu'on demande aux assistants du CPS, les assistants sociaux du CPS. Tout à fait. De plus en plus, ils viennent contrôler. Ça va même jusqu'à voir s'il y a deux brosses à dents, ou s'il y en a une, si le frigo est rempli pour 2 personnes, ou pour 3, pardon. Oui, mais justement, là aussi, tu m'y fais penser, ça a été aussi une des luttes auxquelles le GORG des Vieux en colère s'est rallié, c'est toute cette problématique de la cohabitation, enfin des cohabitants, hein, qui voient leurs allocations sociales rabotées si jamais on se rend compte qu'ils ne vivent pas qu'ils ne sont pas isolés, quoi. Quand tu dis cohabitants, tu parles de tous les cohabitants, que ce soit pour des bénéficiaires du CPS, des bénéficiaires du chômage ou des bénéficiaires de la pension GRAPA? Oui, je pense que tous ces régimes tous les bénéficiaires de ces régimes sont soumis à contrôle et leurs allocations se voient réduites si jamais ils cohabitent avec quelqu'un d'autre, que ce soit un concubin, une concubine, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, etc. Alors, ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, à l'occasion de ces actions auxquelles on se joignait, c'est que ce régime qui existe en Belgique, ce régime de cohabitants, c'est depuis l'année 2000 que l'ONU demande à la Belgique de le revoir, et depuis 2000, il n'y a rien qui bouge. Ok, donc la Belgique est restée sourde à cette demande. Tout à fait. Tout à fait. Donc, depuis les années 2000, donc ce n'est pas forcément lié à un gouvernement précis qui est en place. Non, manifestement pas, non. Donc ce seraient nos gouvernements successifs qui ont voté en touche pour cette histoire. Oui, vas-y, continue, Léon. Continue. Donc, ce qui se passe, le GORG des Vieux en colère, donc je dirais son ADN, c'est le combat pour les pensions, hein, mais de proche en proche, ça s'étend à tous les domaines de la sécurité sociale, et donc on a aussi participé à des tas de manifs organisés par exemple par les syndicats pour la défense de la sécurité sociale, les rassemblements organisés pour les droits des femmes, je ne sais pas, enfin bref, on n'arrête pas de battre le pavé pour
pour toutes les bonnes causes. Le climat, on s'est joint, on allait applaudir les jeunes qui marchaient pour le climat. On ne se joignait pas à eux parce qu'on ne voulait pas non plus se faire passer pour des jeunes, quoi. Mais on était en bordure de manif et on les applaudissait en disant « Ouais, allez-y, c'est bien, on est avec vous, quoi. » Voilà. Qu'est-ce que, enfin, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Qu'est-ce que ça a pu apporter au mouvement du Gang des Vieux en colère de venir se greffer à plusieurs manifs, à plusieurs luttes? Ou toi, à ton niveau personnel, qu'est-ce que ça a pu t'apporter si tu ne saurais pas forcément prendre la parole à ce niveau-là tout le temps? Je dirais que moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose dans le sens où si le gang avait dit non, nous, c'est les pensions et rien d'autre, ça ne m'aurait quand même pas empêché d'aller dans toutes les autres dont je viens de parler. Mais je me rends compte que au niveau disons, des instances du gang, il y a quand même une ouverture très forte pour la convergence des luttes et pour le fait de défendre la position que finalement, hein, même si on met au premier plan la défense des pensions et du pilier légal des pensions, malgré tout, toutes les autres luttes auxquelles on se joint, ben, elles convergent toutes vers la désignation d'un mal unique, je dirais. Oui, et petit commentaire de, je ne sais pas si c'est Olivier ou si c'est quelqu'un d'autre qui dit que ce qui est chouette quand tu vas dans une manif, c'est que même quand tu y vas seul, on t'y retrouve, Léon. Je passe pas mal de temps, effectivement, à ça. Je dirais que étant retraité à temps plein, eh bien, je suis devenu activiste à temps plein et je m'en trouve très bien. C'est ça. Tout au long de cette heure, on a parlé du monde du travail. Il y a des mots qui sont horribles, qui sont un peu revenus beaucoup. La flexibilité, la rentabilité, c'est des mots qui font mal aujourd'hui. Donc, le fait d'individualiser également chacun, que chacun n'ait que à penser à lui-même parce qu'on a trop de difficultés sur le côté pour essayer de s'intéresser à d'autres choses. Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité pour demain et même aujourd'hui pour faire entendre notre voix à un gouvernement qui n'a pas toujours la porte ouverte? Que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la Belgique, comment est-ce qu'on peut faire pour redéfendre les droits pour lesquels, enfin, moi je vais dire mes ancêtres, mais c'est parce que je suis plus jeune, pour lesquels mes ancêtres se sont battus, les droits du travail. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les redéfendre, les remettre devant? Je n'ai évidemment pas de solution miracle à proposer. Pour moi, enfin, bon, il y a des gens évidemment qui sont des tribuns et qui donc peuvent prendre la parole, passer à la télé, tout ça, et recueillir l'assentiment du public. Pour ma part, enfin bon, chacun son truc. Moi, mon truc, c'est justement de dire, voilà, il faut occuper l'espace public, il faut se montrer, il faut faire entendre notre voix, essayer de faire comprendre aux gens que s'ils ne se bougent pas et s'ils continuent à voter, mais bon, voter, ce n'est jamais qu'une fois tous les X années, mais s'ils continuent à voter toujours pour les mêmes, ben, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements extraordinaires. Et donc voilà, il faut essayer de gagner petit à petit, en convaincre un deuxième, un troisième. Et alors, ce que je trouve bien avec des actions de style désobéissance civile et du style Gang des Vieux en colère, c'est que c'est des actions qui ne mettent pas en œuvre, enfin, ça ne demande pas des moyens phénoménaux, hein. Et quand je dis ça, j'ai derrière la tête
les lobbies qui dépensent mais des milliards pour essayer de faire passer des trucs tout à fait imbuvables. Nous, on n'a pas de moyens, hein, on est quelques-uns, mais ce qu'on fait, on y croit. Et alors, pour se donner une bonne visibilité, et c'est ça que je trouve génial dans les actions de désobéissance civile, c'est qu'il y a des gens là qui sont très créatifs, hein. Les actions, c'est des actions coup de poing. On se dit, mais le passant qui est là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis forcément, il s'arrête, il regarde ce qui se passe, il écoute, et c'est le moyen de faire passer l'idée, et voilà, et d'essayer d'infléchir l'opinion publique, et à terme de faire bouger les lignes, quoi, hein. Mais on est tous des fourmis, on fait du travail au ras de terre, mais au moins, le fait d'être visible, ça accroche. Et puis alors, le fait aussi d'être, et là je vise Maxime, ce genre d'actions, si elles sont couvertes par les médias, évidemment, elles doivent être couvertes par les médias si on veut toucher plus que les 10 personnes qui étaient là au moment où on faisait l'action, quoi. Ok, mais ce que je vais proposer, parce qu'il est déjà 21h, c'est Maxime, que tu répondes à cette question. Et j'ai Olivier qui m'a envoyé 2 autres questions. Donc, on peut terminer sur ça. Et puis, je vous laisserai un temps si vous avez des futures actions à présenter chacun. Voilà, Maxime, la parole est à toi. Léon m'a tendu la perche, hein. Je pense qu'effectivement, au-delà de s'organiser et être présent dans la rue et revendiquer, parce que ça reste quelque chose d'important, c'est un droit et c'est un droit essentiel, le droit de manifester, de faire grève, d'agir, de désobéir aussi, hein. Il faut savoir que la désobéissance est permise, heureusement. C'est un droit. Mais au-delà de ça, se réapproprier des moyens de communication, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous, on est dans une démarche où on essaye de faire comprendre aussi que on a des médias qui fonctionnent aussi sur un business model qui est un modèle économique de droite. Et donc, quelque part, arriver à se réapproprier la parole, c'est aussi arriver à avoir d'autres références, à essayer de faire exister ces voix d'autres manières. Je pense que pour le moment, la télé, pour prendre ce média-là, ou même le web, s'adresse à une classe moyenne, éduquée, supérieure, et la façon de s'exprimer est quelque part sous forme de représentation, hein. Le journaliste qui va parler de réalité parce que lui est apte à parler devant l'écran, ou des experts qui vont s'exprimer au nom d'eux. Et je pense que ce au nom d'eux, c'est quelque chose qu'on peut renverser, en fait. On peut être avec les gens, on peut construire cette parole, donner un sens à ces paroles, faire un travail de mémoire, et un travail de mémoire qui est super important parce qu'on a des leçons à tirer de tout ce qu'on vit. Parfois, il y a des échecs, parfois, il y a des victoires. On parlait des luttes sur le TTIP. Ça a été quand même aussi moteur de belles victoires. Il y a des choses dont il faut pouvoir se rappeler, revenir à ça. Et donc, effectivement, je pense que les médias et les médias qu'on essaye de construire visent à ça, c'est-à-dire se réapproprier ces moyens de communication, comprendre en fait comment les utiliser, ce langage, et de se donner d'autres références pour arriver à faire exister ces points de vue, ces réalités. Et le pire, le plus difficile, c'est évidemment les réalités ancrées dans les quartiers. Ça demande du temps, ça demande une confiance, ça demande, voilà, ça demande d'une légitimité aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent plus légitimes de s'exprimer ou de pouvoir parler librement parce que la caméra, elle est rattachée à une forme d'oppression ou à une forme de menace, et à raison. Je veux dire, quand on voit effectivement comment le journalisme se mène parfois. Donc effectivement, je crois que retrouver ce moyen de communication, et j'irais plus loin que ça, je dirais même de retrouver les moyens technologiques. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est soumis à des algorithmes technologiques qui font qu'au final, on est dans l'entre-soi, on s'expose à une certaine source d'information, quand même créée par des industries ou par des logiciels qui sont soi-disant libres, enfin libres dans le sens gratuit. Mais derrière, évidemment, il y a un modèle économique. Et donc, tout ça, il faut en être conscient. Et je pense que voilà, si le web aujourd'hui joue un certain rôle, il faut être capable de se le réapproprier aussi.
Et pour terminer, je pense qu'un média, c'est aussi le média de proximité, c'est-à-dire organiser des moments de rencontre. Le débat, ce n'est pas que virtuel, et je pense que ce confinement qu'on est en train de vivre tous nous fait d'autant plus prendre conscience, je pense que voilà, l'importance d'être réunis ensemble, de faire les choses ensemble, de les faire de manière collective, c'est essentiel, je pense. C'est essentiel. Si c'est l'un des seuls points positifs de la crise sanitaire actuelle qu'on pourrait retenir, je pense que c'est celui-là. C'est un retour à l'importance de la solidarité. Donc, j'avais dit que j'avais d'autres questions. Si tu as fini, Maxime, je vais peut-être couper. Alors, une dernière question pour toi, Léon. Quelle est, mais je pense que tu l'as dit, c'est peut-être une personne qui est arrivée par après, quelle est la revendication du gang des vieux en colère? Et la revendication historique, la revendication fondamentale, c'est une pension décente pour tous et pour toutes. Et vous étiez également battu contre le système de la pension à points qui avait été proposé. Oui, 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 certainement. On n'en avait pas parlé, mais je pense que c'est important de le dire également. Et il y avait une dernière question, c'était sur la fusion des régimes. Donc, on avait dit il y avait un projet pour fusionner le régime, c'était indépendant et salarié. Moi, je ne saurais pas répondre si c'est une fusion des 3 régimes. Donc, je renvoie la question à Maxime ou à Léon si savent y répondre. Sinon, j'essaierai de pouvoir la trouver par après. Moi, j'avais l'impression que la pension des salariés et des indépendants avait été fusionnée en un seul régime. Mais comme toi, j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne préfère pas donner une fausse info. Et donc, voilà, peut-être, Maxime, tu m'avais dit qu'il y avait une suite au projet Deliveroo, donc le petit film. Tu peux peut-être en parler avant qu'on se quitte. Ben, c'est un processus en cours, donc effectivement, quelque part, la vidéo que vous avez diffusée, c'était les prémices en fait d'une relation avec le collectif des coursiers ici à Bruxelles, et aussi d'autres collectifs en fait en France notamment, en Angleterre, en Espagne. Et donc, mon envie, c'est de documenter, de comprendre comment s'organisent justement les livreurs à vélo, parce que c'est pas simple vu justement le statut qu'ils ont. Alors, il y a maintenant des tendances dans les syndicats d'essayer de se réapproprier ces questions. Mais pour certains collectifs, il n'y a pas toujours l'envie non plus de s'articuler avec les syndicats. On se rend compte aussi que c'est les plateformes qui donnent le tempo. Donc, c'est ces plateformes qui amènent les collectifs à être sous la défensive. Et donc, tous ces enjeux-là, je les trouve vraiment fondamentaux. Et aussi, comme c'est pas mal de jeunes qui sont dans ces métiers-là, c'est des premiers parfois processus de politisation, de se dire, tiens, comment on va s'organiser, mais je me fais exploiter, c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire pour défendre mes droits? Et donc, ça amène plein de choses et c'est foisonnant. Et ce processus, pour moi, il est intéressant à documenter parce qu'il y a des apprentissages à avoir de tout ça. Et alors, si je peux dire juste une chose aussi, on a parlé de la grappa avec les vieux en colère. Il y a une vidéo qu'on a réalisée qui s'appelle la rumba de la grappa, que je vous invite à voir si vous voulez en savoir plus sur cette action et ce sujet en particulier. Et donc, ça, c'est disponible sur le site de ZinTV directement. Voilà, exactement. C'était une des dernières mobilisations du gang. Je pense que ça vaut la peine de... Ok, bon, on regardera. Léon, tu as un dernier mot, peut-être? Un dernier mot, c'est-à-dire que le confinement, effectivement, je trouve que ça remet un petit peu beaucoup de choses à plat. Bon, il y a des gens qui ont de la chance d'avoir un petit jardin derrière leur maison. Il y a des gens pour qui c'est certainement beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Mais j'entends énormément de gens qui envisagent l'après-crise comme une ère nouvelle. C'est ce que j'appelle de tous mes voeux, mais je pense que c'est loin d'être couru d'avance parce que en face de nous, il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'on ne peut plus continuer comme on est parti. Voilà.
Et donc, il y aura encore beaucoup de travail. Ok, merci Léon. Si toi, Maxime, tu as terminé, je peux peut-être souhaiter évidemment à tout le monde une bonne fête du 1er mai demain, même si les événements qui sont habituellement publics ne se font pas cette année. On va tous penser à pourquoi on est réunis habituellement demain. Et voilà, je remercie tout le monde d'être passé sur ce live et merci aux 2 intervenants. Avant de se quitter, parce que j'allais oublier, mea culpa, petit rappel, le 7 mai, donc le jeudi prochain, sera organisée toujours sur Zoom et toujours rediffusée sur notre page Facebook, une rencontre débat intitulée Pandémie, confinement, toutes et tous assignés avec j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vous dis ça tout de suite, pardon, excusez-moi. Et voilà. Alors, le nom de l'intervenante. Voilà, excusez-moi. Nous y accueillerons Khaled Boutafala, directeur d'atmosphère AMO, et Fatima Wassak, politologue française et cofondatrice du Front des maires, un collectif qui milite contre les violences policières dans les quartiers populaires en France. Bilal Chouitard, pardon si j'écorche le nom de famille, directeur du foyer des jeunes des Marolles, une maison de jeunes à l'origine de l'ASBL Jeunes Ambitions Marolles, d'une interpellation de Philippe Claus au sujet d'une arrestation violente dans le quartier des Marolles, ainsi que 2 représentants de Jeunes Ambitions Marolles. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de soirée. À la prochaine. Salut tout le monde. Merci. Salut, salut. Au revoir.